Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Twitch de SportMed pour votre émission du lundi comme un seul homme, consacrée évidemment à l'actualité de l'Olympique de Marseille. C'est bientôt la trêve, hein. C'est notre dernière émission avant de faire une petite pause. On se retrouvera ensuite au mois d'août. Et ce soir, on va un peu débriefer l'actualité de l'Olympique de Marseille, évidemment, qui actuellement est occupé en grande partie par le mercato, par ce mercato trépidant. Donc première partie, on parlera évidemment des dernières recrues qui sont officielles. On reviendra également sur les pistes qui ont été évoquées ces derniers temps et qui se rapprochent de plus en plus également d'une officialisation. Donc je reçois ce soir parmi nous pour parler justement d'une des recrues qui a été officialisée hier. Atakan du compte, pour être bien précis, Turc Football sur Twitter. Atakan, que j'ai déjà rebaptisé le grand Atakan. Bonsoir Atakan. Bonsoir tout le monde. Ça va? Très bien et vous? Ben écoute, impeccable, tu vas pouvoir un peu nous parler de notre recrue turque, hein. On n'a pas eu souvent de Turcs à l'Olympique de Marseille et ça sera l'occasion justement d'en parler de notre ami Ünder. Alors excusez-moi déjà, je demande déjà pardon pour l'accent. Cengiz Ünder, c'est ça? Est-ce qu'il est Ça va, bon là? c'est pas mal, j'aime bien. Pas mal, bon, ça va. En deuxième partie d'émission, on reviendra également sur les sanctions de la DNCG. On essayera de décrypter cette situation pour le moins assez flou, hein. On ne sait pas trop s'il faut les prendre au sérieux. Comme on le laisse entendre en interne à l'Olympique de Marseille, ce ne sont que des sanctions. Allez, j'ai osé l'autre fois dire symboliques, mais on ne va pas aller jusque-là, mais en tout cas légères, qui ne sont là que pour avertir, pour surveiller les agissements de l'Olympique de Marseille, du mercato de l'Olympique de Marseille. Mais en tout cas, on aura des experts qui viendront nous débriefer tout ça un peu plus tard dans la soirée. Ça, c'est la deuxième partie. Avec moi également ce soir, Ed. Ed, est-ce que tu m'entends? Salut tout le monde. Voilà, Ed, ce soir tu as la pression parce que Bruno est en vacances et c'est un peu toi qui va Ah, faire tu sais, quand on joue dans un grand club, il y a tous les jours la pression. tous les Donc on jours s'y la fait. C'est ça, on a l'habitude. Avec nous également Gabi OM Forever. Est-ce que tu m'entends, Gabi? Salut, toujours un plaisir d'être parmi vous. Je suis bien là. Ouais, c'est un plaisir, Gabi. Gabi, qui est un supporter de l'OM, mais qui a également travaillé à la restructuration de plusieurs clubs professionnels. On en parlera également en cours d'émission. Ils viendront nous rejoindre un peu plus tard Loïc du compte Arsenal Fan FR, hein, un compte Twitter également qui s'occupe, qui relate les informations des fans d'Arsenal et ils nous parleront évidemment de nos deux recrues. Alors il y en a une qui est déjà quasiment officielle, c'est Guendouzi, et une autre qui est en bonne voie également, c'est Saliba. Ils viendront nous parler de ces deux joueurs, qu'est-ce qu'ils en pensent, leur profil, leurs sentiments. Un peu plus tard dans la soirée, normalement, Coutinho.fr, on évoquera également l'éventualité, le rêve hein, pour certains, l'éventualité pour d'autres, de voir Philippe Coutinho peut-être rejoindre les rangs de l'Olympique de Marseille. En tout cas, selon nos informations, il y a des prises de contact, des renseignements ont été pris. De tout ça, on en parle dans cette première partie. C'est parti, SportMed, comme un seul homme, on y va. Et la première question, elle est pour toi, Atakan Under. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? On en a entendu, on a eu comment dire, des, des retours un peu mitigés, hein. On a vu quelques déclarations qui sont sorties dans la presse aujourd'hui où on nous le décrivait un peu comme une sorte de Radonjic à peine amélioré. Qu'est-ce que tu peux nous Exactement. dire? Précisément, moi j'adore ce joueur parce que voilà, il est à l'aide du collectif. Déjà, c'est important de le souligner parce que voilà, à l'Euro, on a pu voir que c'était un des joueurs qui proposait quelque chose malgré notre Euro assez désastreuse. Mais voilà, c'était quelqu'un qui prenait des responsabilités. Pour moi, pour l'OM, c'est une très bonne recrue. De un, parce que il a faim de succès, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas connu une très bonne saison. Donc je pense que là, cette année, il va essayer de faire le nécessaire
pour faire une grosse saison et du coup revenir titulaire indiscutable avec l'équipe de Turquie. Moi, je suis pas d'accord avec Radonjic parce que les profils peuvent être similaires, mais je sais pas, c'est pas la même, c'est pas la même carrière parce que quand même, on peut quand même souligner le fait que Cengiz Ünder a connu quand même le haut niveau. Il a quand même joué à la Roma, il a quand même joué à Leicester, même s'il a eu beaucoup de pépins physiques. Voilà, quand il était sur le terrain, il a répondu néanmoins présent sur le terrain. Enfin, il a toujours tout donné. Moi, je pense que l'OM, c'est vraiment une très bonne destination pour lui. On est très content, nous, en Turquie, qu'il ait signé à l'OM parce que, déjà, un, il y a une grosse équipe qui est en train de se former. De deux, parce qu'il y a Sampaoli derrière qui va le brusquer. Je pense qu'il a besoin d'un entraîneur comme Sampaoli qui puisse le motiver, le mettre en confiance. Du coup, Atakan, moi, j'ai un peu observé sa trajectoire et j'ai vu que il a quand même fait une très grosse saison lorsqu'il a été recruté à la Roma. La première saison où effectivement il a montré beaucoup de talent. Il me semble qu'il a eu une blessure durant son parcours et il n'est pas bien revenu. Et je crois que l'équipe à ce moment-là a commencé à plutôt bien tourner et sur ses rentrées, il était un peu décevant. Donc on va dire que sur la première année, il a quand même fait 6-7 bons mois et après c'est parti décrescendo. Il a eu du mal quand même à revenir dans cette équipe de la Roma et c'est vrai que le prêt à Leicester, il est perçu quand même comme très moyen parce qu'il a pas joué beaucoup de matchs, il a fait Oui. beaucoup de rentrées en jeu. Bon, la première ligue on connaît, hein, ça reste quand même très physique. C'est un joueur véloce, hein, c'est un joueur qui a des appuis bas, donc il a une capacité à se tenir sur ses appuis et à déclencher des courses qui sont hyper intéressantes du coup sur les ailes. Mais on sentait qu'il lui manquait un petit truc pour vraiment exploser. À ton avis, c'est quoi aujourd'hui qui lui manque pour vraiment montrer tout son talent? Moi, je pense que ce qui lui manque, comme j'ai dit récemment, c'est un entraîneur qui puisse le pousser, quoi, qui puisse lui donner des grosses responsabilités. Parce qu'au final, quand on le voit avec l'équipe de Turquie, il répond souvent présent parce qu'il a un entraîneur derrière qui pousse, qui croit en lui et il sait qu'il y a un peuple aussi qui croit en lui. En fait, il faut qu'il gagne la confiance de son entraîneur et de ses supporters. C'est très important parce que les supporters en Turquie, c'est super important. Le football turc est basé sur ses supporters, enfin, clairement. Et du coup, je pense qu'il a juste besoin d'une équipe, d'un entraîneur, d'un supporter qui puisse le mettre en confiance, qui puisse lui donner des responsabilités. Et c'est à ce moment-là qu'il explosera. Pour moi, je suis vraiment persuadé que cette année, c'est sa saison. Je suis persuadé que cette année, c'est sa saison. Faut juste. Par contre, si vous ne le faites pas jouer un match, vous ne le faites pas jouer deux matchs, vous ne le faites pas jouer trois matchs, bah là, il va commencer à avoir des pépins physiques parce que psychologiquement, ça ne va pas être clair dans sa tête. Et là, il va commencer à se décourager. Malheureusement, mentalement, c'est là où il doit travailler parce que c'est là où il a toujours eu des petits soucis. Ses pépins physiques n'ont jamais été énormes, mais c'est des petites blessures qui ont fait que il n'a pas pu revenir toujours en forme. Ouais, Il n'a pas toujours. Voilà, c'est ça en fait. C'est que psychologiquement, il n'arrivait pas à récupérer. C'est pour ça. Après, ouais, comme tu as dit, à la Roma, vraiment, la première saison a été bonne. Il n'y a rien à dire. Je me rappelle de sa rentrée contre le Barcelone. Quand la Roma, ils ont fait la remontada, il a fait une entrée splendide. D'ailleurs, quand il fait le centre à Manolas, là, voilà, pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, en plus, je pense que le championnat français convient parfaitement à Cengiz parce que Cengiz, c'est un joueur rapide. Et vous le verrez, je ne sais pas si vous avez regardé un peu les matchs de l'Euro, il défendait, quoi. Malgré le fait qu'il n'ait pas beaucoup joué, j'ai trouvé sa condition physique très potable pendant cet Euro-là. C'est ce qui a été rassurant, moi je l'ai observé aussi sur l'Euro, c'est sa capacité en fait à reproduire les courses sur son couloir. Il était en capacité de partir limite des 30 mètres, de ses 30 mètres et de se retrouver dans la surface adverse. C'est un super joueur pour les transitions aussi. On sait qu'en Ligue 1, beaucoup d'équipes jouent en contre, que toi des fois également tu dois jouer en contre parce que tu maîtrises pas le jeu. Et effectivement, ce type de joueur peut te permettre de lancer beaucoup de profondeur dans ton équipe. Et je pense que c'est une vraie valeur ajoutée en fait sur les ailes, sachant que tu perds Thauvin. Après, je suis d'accord avec toi, du coup, Atakan, c'est un joueur qui a quand même
qui fonctionne beaucoup à l'affectif. Donc, c'est un peu, voilà, j'ai pas envie de faire le parallèle, mais c'est un peu comme Dimitri Payet en fait. C'est une personne où il faut vraiment que tu le mettes dans les meilleures conditions possibles pour en tirer le meilleur potentiel. Sinon, tu peux avoir des difficultés, je dirais même des petites difficultés aussi au niveau comportemental. Donc attention. Ouais, là par contre, je suis d'accord avec toi, ouais. Mais là, je suis d'accord parce que si là, il commence à. Et puis, il change de pays, c'est pour la première fois qu'il joue en France. Donc là, c'est une nouvelle vie. Il va devoir s'adapter à la France, à Marseille. Donc là, ça va être différent. C'est pour ça qu'il faudra le mettre dans le banc dès le début. Mais voilà. Je pense que, enfin, sans manquer de respect à l'OM ou etc., c'est vraiment une équipe à son calibre actuellement. L'OM, c'est un club très mythique, c'est un grand club de France. Et vraiment, c'est pour ça qu'on est très content de l'avoir à l'OM. Je pense qu'il va. Enfin, moi, je crois énormément en lui, vraiment, parce que il a des qualités uniques. Il provoque énormément, il prend des risques et parfois ça paye. Enfin, souvent ça paye. Vous voyez, tous les clubs, tous les plus grands clubs turcs cette année sont alignés sur lui. Mais voilà, on est content qu'il soit pas venu en Turquie et qu'il soit en France, quoi, parce que avec l'OM, il va quand même jouer l'Europa League et il va quand même jouer des grands matchs contre le PSG, Lille, l'OL, etc. Donc c'est important. Moi, je suis convaincu qu'il va faire une bonne chose. Alors, Juste aussi pour casser un peu, parce qu'on a vu beaucoup dans les médias, je dis parce que ça c'est hyper important, on a vu Parce que les beaucoup dans les médias, médias je les ai lus. français, Les médias, voilà, tu j'ai les as lu, vus mais également. ils connaissent pas le joueur. Ils jugent sans connaître Voilà. le joueur. Voilà, C'est c'est ça, le très truc. important et ils disent que c'est un joueur qui est pas intelligent. Enfin, c'est-à-dire, les retours qu'on a, c'est dans les médias français que c'est un joueur qui est pas intelligent. Ils connaissent pas le joueur. J'invite toutes les personnes à aller regarder ce qu'a fait Under sur certains matchs à Leicester, voire à la Roma. On voit de l'intelligence de jeu même dans les passes. Donc à partir de là, on ne peut pas présenter un joueur comme étant l'équivalent d'un Radonjic qui n'a pas de cerveau, qui n'a pas de QI. Je voulais juste dire ça. En 2017, il a été élu meilleur espoir de la Ligue turque, alors qu'il y avait des grands joueurs en plus à l'époque. Il y avait Nani, Van Persie, etc. Bon, en 2017, ils n'étaient pas là, mais il y avait quand même des grands joueurs comme José Sosa, qui était au prime, Quaresma. Enfin, après, c'est pas des espoirs, mais enfin, voilà, il s'est mis à la tête de ces joueurs-là. Et vraiment, il a une intelligence de jeu très importante. Pour moi, les médias français ne connaissent en aucun cas. En fait, ils jugent sans savoir. Et là, ils l'ont jugé, ils l'ont fait avec Under. Sans connaître, il l'avait fait à l'époque avec Youssouf Yazidi aussi et Burak Yilmaz en disant que Burak c'était un vieux et qu'il n'allait pas assumer à Lille. Bah, au final, vous voyez, ils ont été champions de France. Et Burak, il a emmené carrément son équipe champion. C'est pour ça, il ne faut pas trop se fier. Moi, j'invite à toutes les personnes ne pas se fier à ce que les médias françaises disent, parce qu'en fait, ils ont jamais. Il est jeune, à 23 ans, comment vous voulez que. Il a à peine joué des matchs, il juge le joueur, alors que c'était pour moi le meilleur joueur turc à l'Euro, quoi. Donc, non, messieurs, moi, je ne prends même pas au sérieux. on va accueillir également Loïc du compte Twitter Arsenal FC, @ArsenalFanFR, qui est également parmi nous. Loïc, est-ce que tu nous entends? Yes, je vous entends bien. Vous m'entendez, les gars? Ah, super, on t'entend. Salut Loïc. Super. Vous allez bien? Voilà, Sportmed, c'est ça, on est international. On est en Enchanté. Turquie, on est en Angleterre, mais on parle tous français, et ce qui permet à nos auditeurs, nos nombreux auditeurs, d'ailleurs on les salue ce soir, et parmi eux, Edine, un des fidèles parmi nous, il y a également Hichem qui est là, il y a du beau monde dans le chat, on a Jacques Bail, on a Hichem Kadouz qui est venu nous faire un petit coucou également, on vous salue, on vous embrasse les frérots. Merci de nous donner de la force et donc j'en profite, hein, mon petit instant d'autopromo. N'oubliez pas, pour nous donner de la force, venez nous follow ou sub la chaîne Twitch de SportMed. Il y aura un maillot bientôt, la possibilité de gagner le nouveau maillot de l'Olympique de Marseille. Voilà, n'hésitez pas également à venir vous abonner sur notre chaîne YouTube, à nos comptes sur les réseaux sociaux, comptes Twitter, Facebook et Instagram. On embrasse Kevin qui s'occupe désormais des pages Facebook et Instagram et avec brio, avec maestria, je devrais dire même. Donc voilà, SportMed, c'est une équipe, c'est une grande famille. Ce n'est pas qu'une équipe, c'est une grande famille. On est tous encore réunis ce soir, on va se régaler. Il est 21h20. On va parler un petit peu de nos deux recrues gunners. Hein, Matteo Guendouzi, il a passé sa visite médicale avec succès, il est déjà à Marseille. Saliba s'étant passe également de ce concours.
ça arrive, ça arrive. Loïc, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors pareil, hein, sur Matteo Guendouzi, les oiseaux de mauvais augure ont évidemment tout de suite pointé les aspects que l'on peut présenter comme des aspects négatifs, c'est-à-dire un peu trop de caractère, c'est quelqu'un qui Volcanique. va, ouais, volcanique, qui va peut-être foutre le bordel. Il y en a déjà sur les réseaux sociaux qui ouvrent les paris sur le premier classe, Payet, Guendouzi. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? On a vu les clichés, on la vie dure avec Atakan qui nous dresse finalement un autre portrait de Under. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à Guendouzi et ces clichés qui lui collent à la peau? Alors, Guendouzi, c'est quand même un dossier assez spécial en Arsenal, puisque je vais essayer de faire assez vite au niveau de son historique. Mhm. Il arrive chez nous pour à peu près 8 ou 9 millions. Donc, il arrive en 2018 sous l'impulsion d'Unai Emery. Et il en fait rapidement un de ses titulaires. En fait, un de ses titulaires forts dans le 11. Hein. Il n'hésite pas à le titulariser et on le voit dès le début de la saison, puisque il le met directement titulaire face à des Chelsea, face à des Manchester City. Donc il y a une forte relation qui s'est créée entre ces deux hommes-là. Mais il y a une certaine cassure enfin une fissure qui s'est créée quand Emery a quitté le club. Donc on a récupéré Arteta en décembre 2019. Et donc à partir de là, le temps de jeu de Matteo Guendouzi vient baisser un peu. Il y a des changements au niveau du club, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de certaines valeurs, etc., au niveau du travail. Et donc, on voit souvent Matteo Guendouzi être sur le banc. Il y a beaucoup de changements sur l'équipe. Et c'est à partir de là on voit un espèce de comportement quand même agacé. Donc, il est assez explosif, on va dire, dans certains de ses comportements. Ça commence notamment dans un camp d'entraînement en février 2020, il me semble. En gros, Arsenal était parti en camp d'entraînement à Dubaï. Et à ce moment-là, il y a eu quelques altercations pardon, avec des coéquipiers, mais aussi avec l'entraîneur de ce qui a été rapporté. Et la vraie cassure, ce qui a fait que Matteo Guendouzi n'a plus porté le maillot d'Arsenal, c'est le fameux match face à Brighton. Donc notre match retour face à Brighton où je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé, mais en gros, il y a une certaine tension qui s'est créée au fur et à mesure du match. Et en gros, l'événement culminant de tout ça, c'est que une altercation entre Neil Maupay, l'attaquant de Brighton, et Matteo Guendouzi a eu lieu. Et Matteo Guendouzi a vraisemblablement tenté d'étrangler l'attaquant de Brighton. Mhm. À partir de cela, Arteta, en fait, il va tout simplement mettre Matteo Guendouzi aux oubliettes et on voit en fait qu'il a essayé d'aller le chercher, enfin d'aller le prêter. Donc la saison dernière, ça s'est fait donc au Hertha Berlin où il a fait une saison plus ou moins bonne de ce qui a été rapporté de nos amis berlinois. Donc c'était pas trop mal. Je crois qu'il a fait plus d'une vingtaine de matchs. Il a eu quelques buts et quelques passes décisives. Mais en gros, pour retourner sur le vif du sujet, par rapport à ce qu'il peut apporter à l'OM, je pense que c'est quand même une plutôt bonne recrue s'il est bien encadré. Est-ce que son prêt au Hertha Berlin l'a fait mûrir? Encore difficile de le dire parce qu'il y a eu aussi des rapports comme quoi il y aurait eu des embrouilles en interne, mais ça, je peux pas vous le confirmer parce que je suis pas supporter du Hertha Berlin, mais il y a eu quand même, à ce qui paraît, des petites tensions. Mais au final, Guendouzi, plutôt bonne recrue, je pense, pour l'Olympique de Marseille, surtout au niveau du prix. On est sur 11 millions si je me trompe pas. Donc Matteo Guendouzi, c'est quand même plus de 130 matchs, il me semble. Hein. Donc tu as des matchs européens. Il a participé à la campagne européenne d'Unai Emery jusqu'en finale de l'Europa League. Il joue en espoir chez les Bleus. Il connaît 3 championnats. Il a fait de la Ligue 1, il a fait de la Ligue 2, il a fait même la Bundesliga et la Première Ligue. En Première Ligue, il avait quand même, comme je l'ai dit, beaucoup de temps de jeu sous Unai Emery, donc ça lui a permis de se développer. Et puis au final, ce qu'il décrit bien quand même, c'est son aspect combatif. C'est un joueur qui gagne beaucoup de duels, qui est beaucoup dans l'intensité. Il a aussi sa prise de risque et son jeu vertical qui est quand même une bonne capacité. Hein. On voit quand même qu'il s'est cassé des lignes. Donc c'est vraiment intéressant dans un milieu pour un milieu comme lui. Et puis c'est un joueur qui joue facilement sous la pression quand même. On l'a vu à Arsenal sous Emery. Il était régulièrement dans les 11 titulaires. Il a pas amené beaucoup de boulettes, etc. C'est un joueur qui était plutôt propre techniquement. Et puis le must, en fait, c'est vraiment qu'il est assez polyvalent. On le retrouve souvent dans un milieu à 2, mais aussi il peut très bien évoluer dans un milieu à 3. Donc pour moi, c'est une bonne recrue en fait pour Marseille. Et je pense que vous allez être plutôt content s'il est bien encadré. Et voilà. On nous dit, Ed, je crois que tu as Ouais. relevé une question dans le chat. Hein. Mhm. Je te laisse Oui, je te- effectivement. Alors, on nous dit que aujourd'hui,
il semble plus apaisé, en fait, plus mûr aussi dans son comportement. On sait qu'il a récemment été père également. Ouais, effectivement. Voilà. Beaucoup de personnes, en fait, pensent vraiment que c'est un superbe joueur. Moi, je l'ai toujours considéré comme la génération Baby Gunners parce qu'il avait cette fibre, en fait, football pour pouvoir jouer à Arsenal. Le problème, c'est que c'est un joueur qui peut vite dégoupiller. Donc, il faut vraiment qu'il soit mis dans les meilleures conditions. Et surtout, je pense également, tu le confirmeras, Loïc, c'est un joueur qui est très affectif aussi. C'est un joueur qu'on doit lui parler, on doit le mettre dans les meilleures conditions, on doit lui montrer qu'on l'aime et qu'on le valorise pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même, non? C'est ça, effectivement. Bah, comme je te l'ai dit et tu l'as très bien dit, il y a tout cet aspect-là comportemental. On l'a très bien vu aussi dans quelques vidéos du club, etc. Et c'est un joueur qui est bien investi dans la vie du groupe, qui est très enthousiaste, qui se la donne à l'entraînement, etc., qui se la donne en match, même parfois un peu trop. Mais effectivement, si ce prêt au Hertha Berlin lui a permis de mûrir, franchement, c'est vraiment une très très bonne recrue pour vous. Et moi, personnellement, je vais regretter probablement le départ de Matteo Guendouzi parce que j'estime quand même que, avec l'évolution qu'il a, il a que 22 ans quand même. Ça va être Bien sûr. un superbe joueur. Donc, je pense que on peut éventuellement regretter à voir ce qui se passe dans le futur. Mais franchement, ouais, Guendouzi, pour moi, grosse perte pour Arsenal. Mais après, voilà, comme je te l'ai dit, il y a cette problématique de comportement. C'est pas passé avec Arteta. Et Arteta, on le connaît. Enfin, en tout cas, pour ceux qui suivent nos lives sur Arsenal Fans FR, sur notre chaîne Twitch, on voit bien qu'Arteta est quand même bien ancré dans certaines valeurs, dans certaines idées, et que c'est difficile de lui tenir tête. Donc, Ouais. je pense qu'il aurait aucune chance de revenir ou même d'avoir sa chance en pré-saison. C'était vraiment, il fallait lui trouver une porte de C'est clair. sortie. Loïc, profites-en, hein, répète le nom de ta chaîne comme ça, fais un peu de pub. Non, mais Non, mais c'est vrai. pour ceux qui sont intéressés par l'actualité d'Arsenal et des Gunners, n'hésitez pas sur Twitter ou même sur Twitch, Arsenal Fans FR. Hein. Ça fait toujours plaisir d'avoir du monde supplémentaire et d'échanger avec tout le monde. Voilà. Exactement. Sportmed ouvre les bras à tout le monde et on a une invitée surprise, hein. On a une invitée surprise, Jacques Bail, je crois, qui est venu nous faire un petit coucou. C'est comme ça, Sportmed, hein. Vous êtes le bienvenu, la famille élargie de Sportmed. Jacques, tu nous entends? Bonsoir. Oui, bonsoir, vous Bonsoir, m'entendez? Tu es ici comme chez toi, tu es venu, apparemment tu as quelque chose à nous dire, une petite anecdote à nous relayer concernant Guendouzi. Est-ce que tu aurais des petits biscuits, comme on dit, à nous livrer? D'abord, premièrement, je félicite, c'est Loïc là qui vient de s'exprimer. C'est très, 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 très intéressant, c'est fluide et je me suis régalé. Donc, je le salue et je le remercie pour son intervention, Merci. sa belle intervention. Ouais. Complet. Ceci étant dit, oui, l'anecdote sur Matteo Guendouzi, nous étions avec Roland à Rennes et le petit jouait à Lorient. Enfin, il ne jouait pas justement. Je crois que c'était Michael Landreau qui était à la tête de l'équipe et le petit jouait en réserve. Donc, je me suis permis de l'appeler au téléphone et de lui dire Matteo, surtout ne lâche pas. Parce que c'est pas normal qu'un petit comme ça, tu ne puisses pas jouer à Lorient. Vous vous rendez compte, j'écoutais attentivement Loïc, quand on nous dit c'est un caractériel, mais bien sûr, et j'espère que c'est un caractériel. Moi, je n'ai pas envie d'avoir des joueurs moutons. On a souvent vanté les mérites de Valère Germain. Il est gentil, mais sur un terrain, il est gentil. Franchement, j'en ai pas forcément besoin. Et Matteo Guendouzi, c'est un revanchard, ça s'est pas bien passé à Arsenal pour des raisons diverses et variées. Vous savez, des fois, hein, on a vu, nous, au campus chez nous, il faisait pas grand-chose, il est parti, il a explosé. Donc, moi, je vois bien Matteo Guendouzi ici se faire plaisir et nous faire plaisir. Et la question que l'on doit se poser, est-ce que c'est un renfort? Est-ce que l'équipe va se renforcer avec Matteo Guendouzi? La réponse, elle est oui. Mhm. La réponse, elle est oui. Et alors, donc, pour parler de son compère, de son acolyte des canonniers, des Gunners, et William Saliba, alors qu'est-ce que vous en pensez? Loïc, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, compliqué aussi comme situation. Limite, j'aurais envie de te dire, t'aurais dû amener un supporter de l'AS Saint-Etienne ou de Nice.
pour t'en parler, mais Eh oui. on l'a surveillé quand même hein, du côté des Gunners, on a essayé de le surveiller. Donc actuellement, comme tu l'as bien dit au tout début, c'est bientôt fait. Hein, c'est prêt sans option d'achat. Donc il y avait une rumeur ces dernières heures qui tendait à dire qu'il y avait option d'achat. Donc on commençait à un peu s'exciter côté Arsenal en mode d'accord, très bien, on a payé un joueur 30 millions, un jeune joueur 30 millions, on va jamais le voir sous notre maillot. Donc on était un peu stressé, mais au final, ouais, effectivement, ça se fait sans option d'achat. J'espère que ça restera comme ça. Je vais te stresser un tout petit peu, Loïc. Nous, d'après les Évite, évite. informations qu'on a, ça continue de discuter sur ce point. Hein. Mhm. C'est pas Oui, complètement je sais, figé, ouais. donc c'est en train de J'espère en tout cas qu'on discuter. le C'est peu récupérera. probable, mais voilà. Mais en tout cas, l'OM fera tout pour obtenir l'option d'achat sur ce dossier. Ça, c'est Mhm. ce qu'on peut affirmer. D'accord. Ok. Bah, du coup, ouais, par rapport à Marseille, ouais, vous l'aviez bien dit, hein, ils sont en avance sur le dossier par rapport à des Newcastle ou des Southampton qui avaient pointé le bout de leur nez sur ce dossier-là. Le joueur aussi voulait aller à Marseille, à ce qui paraît, donc c'est plutôt sympathique pour lui. Euh, je vais essayer de faire à peu près la même chose que Matteo. Je vais essayer de redonner son historique rapidement pour vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé à Arsenal et pourquoi on en est ici. Donc pareil que Matteo Guendouzi, hein, William Saliba arrive à Arsenal sous l'impulsion d'Unai Emery, pardon aussi. Il arrive en juillet 2019, donc pour 30 millions d'euros, comme je l'ai dit. Sur cette même saison-là, il est reprêté directement à l'AS Saint-Etienne, où il livrera du coup une saison plutôt satisfaisante. Hein. Défensivement, on le présente plus, William Saliba, je pense. Et du coup, il sera rappelé sous Arteta, puisqu'il y aura eu ce limogeage de Emery entre-temps. Il sera rappelé sous Arteta, donc soit un nouvel entraîneur. Et on aura déjà cette première polémique par rapport à Saliba et Arsenal, c'est qu'on le rappelle au moment où l'AS Saint-Etienne justement va faire sa finale de Coupe de France face au PSG. Donc il y a une petite tension qui se crée au sein des supporters entre Arsenal et Saint-Etienne. On a eu quelques petits clashs pendant quelques jours. Mais voilà, donc William Saliba retourne à Arsenal. Et en juin 2020, on voit qu'il fait un petit peu de pré-saison. Il n'a pas l'air, en tout cas, ce qu'on nous rapporte, c'est qu'il n'est pas super convaincant. Et Arteta, on entend rapidement que Arteta cherche à le reprêter. Il cherche à le reprêter. Il y a des excuses qui sortent comme quoi il n'a pas eu une saison complète parce que du coup, il y a eu le Covid, il y a eu cette petite coupure. Il y a eu quelques blessures aussi pour William Saliba. Il y a eu aussi des problèmes familiaux qui ont été rapportés. Donc Arteta dit qu'il cherche à le prêter sur une saison entre guillemets complète où il va pouvoir reprendre de l'intensité et être plus convaincant. Donc avant ce prêt-là, il vient, pardonnez-moi le terme, mais il vient vraiment pourrir chez nos U23. Donc sur tout le début de saison d'Arsenal, on ne le voit pas, même si on peut penser des fois qu'il en reste un peu de temps de jeu parce qu'on a de la coupe, on a de la coupe d'Angleterre, etc. On pourrait penser, enfin on aurait pu penser qu'il aurait pu jouer. Au final, que nenni. On le voit pas du tout. Donc en janvier 2021, on a plusieurs rapports qui nous disent que il y a des clubs anglais qui sont intéressés par Saliba, etc. Mais au final, c'est l'OGC Nice qui remporte la mise. Et donc il passe cette demi-saison à l'OGC Nice aux côtés de Todibo, il me semble, notamment dans la charnière centrale. Et c'est plutôt intéressant, même s'il y a eu des débuts difficiles. De ce qu'on m'a dit en tout cas côté niçois parce que j'ai pas forcément regardé tous les matchs de l'OGC Nice mais j'ai quand même essayé de le suivre concrètement. Et j'ai rapporté quelques petites stats qui datent de mars dernier, donc il y a eu encore quelques mois qui sont passés ensuite. Mais on voit que William Saliba est quand même un joueur assez influent au sein de l'OGC Nice. Hein. Ce que j'ai pu reprendre, c'est qu'il a passé 1170 minutes sans être dribblé, qu'il a récupéré 99 ballons, donc c'était un des en fait, c'était tout simplement le top 5 de Ligue 1 au niveau des ballons récupérés à ce moment-là. 22 duels aériens remportés, ce qui était le second plus haut total à l'OGC Nice. 1029 ballons touchés, qui était le premier total à l'OGC Nice, et 878 ballons distribués, ce qui était aussi le premier total à l'OGC Nice. Donc on voit il avait vraiment une grosse influence au sein de cette équipe des Aiglons. Et donc, je pense que ça va possiblement leur manquer sur cette saison-là parce que il me semblait que l'OGC Nice était aussi positionné sur ce jour-là pour le reprendre cette saison. Donc, essayer de récapituler tout ça, je pense que c'est un joueur qui est vraiment bon dans l'intensité. Il connaît le championnat de Ligue 1, donc pour l'OM, ça sera vraiment très bonne recrue. Bon dans les airs, prêt physiquement l'aise avec le ballon, il est capable de distribuer le ballon correctement et vers l'avant, donc c'est vraiment un très bon coup aussi comme Matteo Guendouzi. Et donc on a ce nouveau prêt où on
pense qu'Arteta, en tout cas, ce qui est rapporté, c'est qu'Arteta dit qu'il aura une place sur le long terme, etc. Que Regardez la William main. Saliba, c'est ça, effectivement. Regardez la Alors, main. c'est ça, c'est difficile parce qu'au sein de l'effectif, là, actuellement, on a entre guillemets, notre taulier à droite, c'est Rob Holding. Mais on va aussi avoir une prochaine recrue, c'est pas encore fait effectivement, c'est un joueur de Brighton qui s'appelle Ben White qu'on va recruter pour à peu près 50 millions. Donc ça veut dire que dans cette disposition-là, où on n'a plus de championnat européen, nous, comme vous le savez, Arsenal ne sera pas européen la saison prochaine, c'est assez difficile de faire des rotations. Et donc, possiblement, en fait, dans l'effectif, au niveau de ce poste de défenseur central droit, William Saliba se placerait à 3e place et donc il n'aurait pas assez de temps de jeu. Donc, effectivement, si on pense comme ça, si on essaye de penser assez logiquement, on va dire, entre guillemets, on peut se dire que un prêt à l'OM, c'est un plutôt bon coup, même si j'aurais préféré personnellement le voir en première ligue. Mais voilà, il connaît le championnat de Ligue 1. Faut se dire que l'OM va être européen, donc ça va pouvoir aussi lui permettre de lui donner du temps de jeu en Europe. Et donc voilà, moi j'espère tout simplement que ça sera sans option d'achat, sans obligation d'achat, sans option d'achat, et qu'on pourra le revoir sous nos couleurs à Arsenal parce que j'ai vraiment envie de voir ce joueur évoluer sous nos couleurs. Loïc, le chat se délecte. Je reprends les termes. Le chat se délecte À ce de point-là. tes explications. Et c'est vrai, on a une analyse exhaustive. Jacques, pareil, pour Saliba, qu'est-ce que tu peux rajouter à ça? Pas grand-chose. Là, on a eu le profil complet du joueur, du défenseur. Ah, c'est impressionnant. Il nous a juste pas donné la couleur de ses dessous. Autrement c'est tout. Non, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui ont suivi parce que moi, Eh oui. personnellement, évidemment, dans le championnat de France, on l'a un peu suivi, mais d'avoir des gens qui sont au courant aussi précisément, ça fait vraiment du bien. Et dans le cas où c'est un couloir, il est surtout central droit, c'est ça, c'est ce que tu m'as dit. Effectivement, ouais. Voilà. Dans notre composition, il s'intégrerait à droite. Donc, on sait qu'Arteta aime jouer avec un défenseur central gaucher et un droitier. Donc, il s'inclurait en fait tout simplement à droite chez nous. Ouais. Donc, nous, je pense que très honnêtement, on a fait prolonger Alvaro. Je pense que Kaletakar devrait partir. Mais je pense qu'Alvaro sera forcément souvent sur le banc parce que il fera plus partie du 11 de départ. Parce que sa qualité de relance, ses interventions, même s'il avait beaucoup de grinta, elles ont été quand même laborieuses. Et si on commence à regarder de très près ce qui est en train de construire Longoria puis Sampaoli, ça va quand même être une équipe joueuse, une équipe talentueuse, une équipe qui va jouer de l'avant. Alors que là, jusqu'à présent, on jouait forcément souvent soit de l'horizontalité, soit en arrière. Et ces joueurs-là qui n'ont pas de technicité, ils ne vont pas avoir leur place dans ce 11. Ça va être très compliqué pour eux, franchement. Une équipe qui va être joueuse, mais une équipe de caractère aussi. Loïc, on va te libérer parce que je crois savoir que ton temps est compté. Non, sans te remercier chaleureusement parce que c'était vraiment très très complet. Tu reviens quand tu veux. D'ailleurs, on aura sans doute l'occasion de reparler des Gunners, enfin des ex-Gunners en tout cas, au cours de la saison. Donc tu reviens quand tu veux, Loïc. Merci. Tes live Twitch. C'est quel jour? Est-ce qu'il y a une date précise? Est-ce qu'il y a des rendez-vous bien arrêtés? Alors, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta chaîne? au niveau des live Twitch, on est principalement les jours de match, mais on va en réaliser 2-3 encore pour l'avant-saison pour présenter nos prochains joueurs, etc. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui veulent s'abonner. C'est le même arrobas que sur notre chaîne Twitter. Enfin, notre compte Twitter, c'est Arsenal Fans FR. Il me semble qu'il y a un tiré du 8 à la fin. Mais voilà. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, c'était Ouais, super merci à plaisant de toi. discuter avec vous, les gars. Et Arrobase j'espère qu'on Arsenal. Merci à toi, Loïc. t'en prie. Bonne soirée. Merci à toi, Loïc. À bientôt. Jacques, tu n'étais pas là au tout début. On parlait de notre recrue turc, Hunder. Est-ce que toi, tu le connais, ce joueur? Et ça va être l'occasion de relancer Atakan, parce qu'on a une question du chat qui nous revient là et on voudrait te la poser. D'abord, Jacques, est-ce que tu connais ce joueur? Est-ce que pour toi, c'est quelqu'un qui s'inscrit également dans ces profils de recrues qui nous sont proposés là en ce début de mercato? Est-ce qu'il est OM compatible selon toi?
Je ne connais pas ce joueur. Je ne vais Je connais pas, pas. moi, D'accord. voilà, je vais pas m'inventer une vie. Je connais comme tout le Ah, monde, hein. il faut pas, Jacques. C'est-à-dire couloir. Vous m'entendez là? Ouais, très bien. Voilà. Couloir, oui, il va rentrer comme Thauvin, oui, tout ça, je sais. Après, quand on parle d'un joueur, il faut l'avoir quand même vu régulièrement, pas sur des vidéos YouTube où c'est choisi, tu vois, parce que voilà, ça, je l'ai vécu énormément et j'ai pas envie de me faire un jugement sur des vidéos YouTube parce que ça veut absolument rien dire. Tu mets ce que tu veux sur YouTube, hein. Si tu as envie de mettre que des bons matchs, tu mets que des bons matchs. Donc, franchement, j'ai pas trop, je sais pas si je vous en avais parlé. Je raconte toujours cette anecdote. Moi, je suis pipelette. On était à Montpellier avec Roland et on était en train de regarder justement un joueur de couloir. Et je vois la vidéo. Et je dis, putain, il est bon ce joueur, ça va vite, vraiment. Et c'est vraiment très intéressant. Mais d'un coup, je regarde l'arbitre de touche et je vois que l'arbitre de touche, il court presque aussi vite que le joueur. Ben, en fait, si vous voulez, ils avaient réglé les vidéos avec un peu plus de vitesse. Et donc, il ne faut pas se faire avoir. Tu vois que même dans les vidéos, il y a des tricheries, les gens, ils sont professionnels là-dedans. Et toi, tu te juges sur une vidéo. En fait, heureusement qu'on regarde l'arbitre courir et qu'on se rend compte que l'arbitre aussi, il va très, très vite. Et bon, le joueur, finalement, il n'était pas aussi rapide que ce qu'on avait vu sur les vidéos. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vachement vigilant. Mais je pense que Longoria, lui, il a quand même une longueur d'avance sur nous. C'est qu'il a quand même beaucoup, beaucoup de contacts, beaucoup de scouts au national et à l'international. Et c'est ce qui fait sa force de ce monsieur. Oui, c'est ce qui fait sa force, Jacques, mais ça n'a pas empêché de nous recruter Encham. Donc attention, hein, soyons vigilants. Oui, mais si tu veux, Encham et Cuisance, c'était des joueurs qui étaient au départ un petit peu pour étoffer l'effectif. Tu sais, c'est comme si tu as un tuyau troué, tu mets un peu des rustines, c'était provisoire. Je pense que là, très honnêtement, il a eu le temps de préparer sa saison, que les fins de contrat. Là, tu as fait rapidement des joueurs. C'est vrai que c'était deux fiascos, mais après, il y a quand même eu des joueurs comme Milik qui sont venus renforcer l'effectif, qui sont quand même très intéressants. On va aussi parler de l'Irola. Tu sais, franchement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais un recrutement, les gars, c'est la loi des nombres. Si tu en fais 3 de recrutement, tu peux ne pas te tromper. Si tu en fais 10, forcément, tu vas te tromper sur 2 ou 3. C'est impossible de faire. Bien sûr. Tu comprends? Même Tapi a eu du déchet dans son recrutement. Mais bien sûr. On m'a Jacques, fait dire, parce qu'il va nous quitter, je vais poser une dernière question à Atakan, parce qu'on sait que toi aussi ton temps est compté. Il y a une question qui nous revient de Irlandais 13 du chat concernant donc Under. Mon seul point négatif, je cite, mon seul point négatif sur ce joueur, c'est qu'il joue comme Thauvin côté droit et repique et tire avec son pied gauche. Est-ce que tu confirmes? Je suis d'accord, je confirme, ouais. Je confirme, mais après, voilà, moi, ce que je peux répondre à ce joueur-là, enfin, à ce supporter-là, c'est qu'en fait, de nos jours, les ailiers jouent de plus en plus comme ça. Que ça soit un gaucher, il va jouer plutôt à droite, et un droitier plutôt à gauche. Ouais, ça devient de plus en plus moderne. C'est comme les arrières gauche et les défenseurs droit piston maintenant. C'est le nouveau football. On joue comme ça maintenant. Après, voilà. Ce qui est bien sur Cengiz aussi, c'est que faut lui laisser de la liberté sur le terrain. Si vous lui laissez de la liberté sur le terrain, il peut varier avec Payet en numéro 10. Il peut se retrouver souvent en 10 aussi. C'est un joueur que je trouve super intéressant dans l'axe parce qu'il a une bonne, contrairement à ce que les médias disent, pour moi, il a une bonne intelligence de jeu et il peut faire du bien à Milik. Sachant que Milik, c'est un super attaquant en plus, donc je pense que ça peut être très compatible. Mais voilà, il faut lui laisser la liberté. Pour décrire un peu le joueur, je pense que Jacques a eu ce joueur-là à Rennes avec Courbis. Le Colombien Juan Quintero, je ne sais pas si tu t'en souviens, Jacques, ou pas? Oui, je m'en souviens très bien. C'est typiquement ce type de joueur fort dans les appuis, petit gaussier, assez trapu. Techniquement, c'est très, 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 très fort. Après, le problème de Under, c'est ses problèmes physiques. Il faut savoir. C'est psychologique pour moi. C'est ce qu'il avait l'air de dire, Atakan. Il disait qu'en fait, c'est surtout c'est psychologique pour moi. C'est un joueur qui marche beaucoup au mental, apparemment. C'est ça, Atakan? Ouais, et puis il est jeune. Il est très très jeune encore.
Donc pour moi, c'est parce que quand il a joué une année complète à Rome, la première année, il a été très performant quand même. Parce que voilà, il avait la confiance de son entraîneur. Et c'est à ce moment-là où quand même, il est passé de la Turquie en Italie. Pour la première fois, il est sorti de sa zone de confort. Et il a quand même confirmé. Et c'est au moment où voilà, il n'a pas été dans les plans de son entraîneur que là, il a commencé à avoir des pépins physiques. Parce que pour moi, c'est tout à fait psychologique. Et comme je disais au début, c'est un joueur qui marche beaucoup à la confiance. Joueur très affectif, qui joue avec faut qu'il ait cette approche, on va dire, humaine de la part de son entraîneur pour qu'il puisse exploser. C'est pour ça que c'est une bonne chose qu'il soit avec Sampaoli, parce que Sampaoli est très proche de ses joueurs, il parle beaucoup. Et le fait qu'il parle à Cengiz ou qu'il lui donne de l'importance, c'est là où Cengiz il va se dire en fait, je suis capable de faire ça. Parce qu'à un moment, il y avait Di Florenzi, vous vous rappelez, à Rome, là, l'ancien entraîneur de Sassuolo, si je ne me trompe pas. Et, lui, il n'est pas, voilà, il n'a pas fait le nécessaire. C'était un peu, si vous voulez, la relation entre Mourinho et Benzema à l'époque, quoi. C'était quelqu'un qui parlait beaucoup. Non, mais est-ce que tu es d'accord, du coup, Atakan, pour dire, parce que moi aussi, je l'ai suivi, ce joueur-là, c'est clairement pas un joueur, en fait, pour ceux qui suivent un peu le foot et qui regardent beaucoup de matchs, c'est pas un joueur qu'on découvre. C'est un joueur qui a pignon sur rue, qui a joué à la Roma, qui a joué à Leicester. Il avait marqué contre l'équipe de France. Voilà, exactement, qui a marqué contre l'équipe de France. En tout cas, ce qu'on peut dire par rapport à ce qu'on voit du joueur, c'est typiquement le joueur que s'il marche, ça va faire un carton, et s'il se loupe, ça va être un énorme flop. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est pour ça, la typologie de joueur provocateur qui cherche en fait cette liberté sur le terrain. S'il rentre pas dans le cadre tactique, ça va aussi créer des problèmes. Donc c'est aussi à son entraîneur de pouvoir l'utiliser de façon brute pour qu'il puisse exprimer son talent. Et c'est le plus difficile parce que dans un schéma tactique comme celui de Sampaoli, où tu vas travailler avec les deux pistons sur le côté, moi je le verrais plus comme ça en fait, dans cette Ouais, mais non, moi je configuration-là. le vois pas comme ça. Parce que si l'OM l'utilise en le faisant rentrer, etc., ben non, là, vous verrez pas un Cengiz utile. Il sera pas utile. Pour moi, c'est ça que j'ai peur, en fait. C'est qu'on l'utilise en piston. Ça veut dire qu'en fait, il joue un match sur deux où il rentre à la fin pour faire du bien. Mais non, à ce moment-là, vous pourrez pas profiter d'un Cengiz. Il sera pas important à ce moment-là. Parce que, comme je dis, c'est vraiment psychologique. Et ça, je le remarque énormément sur ce joueur. Vous le mettez titulaire. Enfin, vraiment, faut avoir du temps avec lui, mais moi, je pense pas qu'il sera utile si vous le faites rentrer à la 70e. Alors, Momo, et après, je prends une Non, mais c'est pour ça la comparaison avec Juan Quintero, elle est là, parce qu'il avait eu du mal à s'intégrer du côté de Rennes. Il avait fait une très très bonne saison du côté de Porto. C'est pour que un peu Jacques rebondit là-dessus par rapport à Quintero, qui s'est très mal adapté du côté de Rennes. C'était un joueur qui était fort techniquement, mais l'adaptation, là aussi le problème, des problèmes entre guillemets physiques qu'il avait eu. La comparaison est idéale pour moi entre Under et Quintero. C'est typiquement le même joueur. Son parcours, par rapport à ses blessures, par rapport aussi à son hygiène de vie aussi, qui a été remis en question pour Under, il faut le dire. Du côté de la Roma, il a été pris en main par le club quand il est arrivé de Başakşehir, si je raconte pas de bêtises, parce qu'il avait une hygiène de vie qui est, voilà quoi, à côté en termes d'alimentation. Qu'en Italie, c'était très, très, très rigoureux, il devait faire attention à son alimentation, etc. etc. On va pas tarder à libérer Atakan. Je crois que toi aussi, hein, ton temps est compté. Donc, moi, j'ai relevé une petite remarque là, du chat de Luriox, Dilurox. Je crois que j'ai bon. Hein, il y a plein de Y, de X. Ça c'est un mot à gagner au Scrabble. Là. Allez, on va l'appeler Lurox, qui nous dit si Under signe à Lille, les médias français crient au génie. Le poids de mesure dans le traitement médiatique. Hein, Atakan, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, parce qu'il va être entouré des petits Turcs. Et puis à Lille, tous les Turcs ont réussi pour le moment, à part Youssouf Yazidi, que moi je trouve pas très intéressant à Lille, surtout la fin de saison, même s'il a fait une bonne saison. Bref, c'est pas le sujet, mais ouais, Cengiz. Mais non, mais après, voilà, moi ce que j'ai lu, c'est aberrant de la part des médias français. De quoi, voilà, déjà mettre
des bâtons sur les roues à Cengiz dès le début, quoi. Parce que s'il dit ça, déjà psychologiquement, voilà, quoi. On n'est pas surpris, on n'est pas surpris quand c'est l'OM. Oui, mais Ouais, ça sera pas le seul, tu sais, ça sera pas le Ah, seul. mais comme c'est disait classique. Jacques au début, voilà, il n'a pas voulu parler de Cengiz parce qu'il connaissait pas. Bah, ce serait bien que les Exactement. médias français fassent la même chose, quoi. Exactement, c'est limite du troll. Attaquant, on te remercie, le grand attaquant. Pareil, attaquant, tu reviens quand Merci, tu veux. attaquant. Tu fais partie C'est de la normal. famille. Mais attaquant du compte @turcfootball, allez le suivre, c'est très intéressant. Pour Ça m'a suivre fait beaucoup de plaisir d'échanger avec vous, c'est top, c'est une bonne chaîne, donc c'est cool. on se Donc voilà, quand vous voulez, quand vous avez besoin, et j'espère qu'il y a plein de joueurs turcs qui signeront à l'OM et qui réussiront. C'est Ah, mais comme, d'ailleurs- On espère aussi. Merci, comme il a attaquant. dit Jacques, comme il a dit Jacques, nous on ne s'invente pas des vies. Quand on ne sait pas, on va pas s'inventer une expertise. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va chercher du côté des gens qui sont légitimes pour parler de tel ou tel sujet, que ce soit du côté juridique, économique, géopolitique ou football. Voilà, c'est pour ça que Attaquant est venu nous en parler, nous parler de Under, comme Loïc est venu nous parler des deux Gunners qui vont sûrement signer à l'Olympique de Marseille. Merci beaucoup, bonne soirée Attaquant, et on te suit sur @turcfootball sur Twitter. Parfait, allez, ciao! Ciao, bonne soirée. À bientôt.